en organisant des ateliers collectifs, cette typologie de patients. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait un suivi hors hospitalier, hors contexte hospitalier, et à la fois que ces patients-là qu'il puisse y avoir un lien entre la ville et l'hôpital. Donc ça, c'est très important. C'était que ces patients-là soient du coup puissent développer justement des compétences d'auto-soin que j'aidais à développer, afin qu'on évite les hospitalisations, sauf bien sûr pour les suivis de santé. Donc éviter l'hospitalisation, pour certains éviter la transmission de la maladie et in fine améliorer leur état de santé, stabiliser, c'est-à-dire qu'au minimum on stabilisait l'état actuel l'état actuel de santé du patient, et in fine il ne fallait pas bien sûr que l'état se dégrade. Donc, il y avait un accompagnement individuel ou collectif de patients diabétiques et patients PV-VIH, donc à travers, je vous le disais, des programmes d'éducation thérapeutique. Je m'entretenais individuellement et dans un contexte de partage confidentiel d'informations. Je m'entretenais avec le patient afin qu'on puisse établir un diagnostic éducatif partagé avec lui. Donc partagé, c'est-à-dire que je pointais très concrètement, non pas ses difficultés, mais en tout cas les freins qui ne lui permettaient pas à lui de développer un pouvoir sur la maladie et donc des capacités d'auto-soin. Donc je pointais ces freins-là, et ensemble, on élaborait un diagnostic éducatif partagé afin d'identifier ce que le patient savait de sa maladie, ce qu'il croyait également, et ce qui l'empêchait d'agir positivement pour lui-même. Quand on dit à un patient que, eh bien, si on lui propose tel outil connecté, tel accompagnement, la finalité, ce sera d'améliorer sa qualité de vie. La finalité, ce sera de voir le moins possible le médecin parce que il pourra reconnaître certains signes, il pourra agir, en tout cas agir immédiatement pour lui-même et améliorer son quotidien. En général, la majorité des patients sont tout à fait partie prenante et sont OK pour être accompagnés dans ce contexte-là. Par contre, en tant que professionnel de santé ou même en tant que développeur de start-up, nous devons nous éloigner de nos propres croyances. L'idée, c'est pas nous finalement, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas on doit dans une relation empathique avec le patient, on doit comprendre son vécu, mais on ne doit pas trouver des solutions à sa place. On doit l'aider justement à développer, à monter en compétences. Comme le disait Adama tout à l'heure, on doit l'aider à monter en compétences pour qu'il puisse agir. Et finalement, quand il va voir son médecin, on est quasiment sur un discours d'égal à égal avec cette typologie de patient. Ensuite, il s'agissait justement, en fonction du diagnostic éducatif partagé avec l'usager, en fonction de ses besoins, de lui mettre à disposition des outils numériques qui sont incontournables aujourd'hui, avec notamment, par exemple, des alertes de rappel pour prendre son traitement. Alors déjà, fondamentalement, on doit faire le point sur les besoins primaires de l'individu avant même de parler d'outils numériques. J'avais des patients qui, par exemple, vivaient dans des établissements d'hébergement d'urgence plutôt que d'être à la rue, ou même des patients que je suivais qui étaient SDF. Si déjà le patient n'a pas
enfin, de quoi manger tous les jours, ne serait-ce qu'un repas par jour ou même parfois un point d'eau pour prendre son traitement, ça va être très compliqué de lui dire ben écoute, ton traitement est incontournable parce que c'est grâce à lui que tu vas pouvoir voilà, être, alors pour les patients VIH par exemple, être in fine non transmissible par exemple, améliorer ta qualité de vie. Donc, il faut d'abord faire le point sur les besoins fondamentaux de nos patients, bien qu'ils ont tous, très souvent quand même, malgré tout, un téléphone portable. Pour faire, alors je parle du téléphone portable puisque j'utilise beaucoup les téléphones portables pour en ce qui concerne les outils numériques et la fonction basique, c'est le rappel de médicaments, c'est l'alarme, c'est les SMS et on va le voir que pour pas mal de startups en santé, c'est également avec le téléphone qu'on y connecte des applications, par exemple, qu'on y télécharge des applications pour les suivis de santé. Donc l'objectif, c'est l'impact positif de l'éducation thérapeutique combiné aux outils connectés. On constate finalement une meilleure adhésion aux soins, une réduction des complications et une diminution des coûts de santé. Et des patients vraiment motivés quand ils voient que leur qualité de vie est améliorée, qu'au quotidien, ils ont beaucoup plus d'énergie, qu'ils sont en bien meilleure santé, qu'ils peuvent retrouver une activité professionnelle et qu'ils peuvent eux-mêmes être de conseil pour d'autres patients qui ont eu le même parcours de maladie ou de soins qu'eux. Eh bien, on se rend compte que c'est très bénéfique pour le patient. Là, on est dans une approche qui est positive en santé et on constate une diminution des coûts de santé. Alors maintenant, je vous pose une question. Selon vous, qu'est-ce que ça change pour un patient d'être acteur de sa santé? Très concrètement, soit dans vos pratiques professionnelles en tant que professionnel de santé, ou pour ceux qui ont développé, celles et ceux qui ont développé des applications en santé, des outils connectés. Le retour que vous en avez eu? Madame Salima a levé la main. Oui, ben, pour étant infectiologue et ayant longtemps pratiqué dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH, quand un patient est acteur de sa santé, ça change tout simplement, ça change tout. C'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient de la chronicité nouvelle de cette maladie parce que justement, grâce au traitement et surtout grâce à l'observance, donc il comprend très bien que s'il arrête, il s'expose aux complications. Les premiers temps, comme toujours dans les maladies chroniques, il va essayer d'arrêter son traitement, il va vite revenir aux urgences. Donc, il va comprendre que ce qu'on dit, c'est dans son intérêt. Donc, ça, c'est de 1. De 2, acteur de sa santé, quand il y a des complications, des signes inhabituels. Nous, on a des rituels musulmans, le jeûne. Est-ce que je dois jeûner? Comment jeûner? Comment prendre mes antirétroviraux? Le fait qu'il échange et qu'il pose la question, c'est qu'il est acteur. Sinon, il serait passif, il ferait son jeûne, il reviendrait avec des problèmes. Donc, ça nous aide énormément en formant avant qu'il sorte de l'hôpital, lors de la première hospitalisation, qu'il soit tout à fait conscient du gain et de la chance qu'il a de maintenant pouvoir accéder aux antirétroviraux, oui, mais à certaines conditions, et de nous informer régulièrement s'il doit se déplacer, comment faire avec son traitement, s'il part en vacances, comment faire pour garder cette observance. Donc, tout ça, pour nous, c'est très important parce qu'on a un retour quasiment instantané quand il a des soucis. Il vient vite nous dire. Il nous informe à l'avance, pouvez-vous me donner une dose en plus parce que je vais m'éloigner un certain temps. Et tout ça, c'est parce qu'il est conscient de toute la problématique qu'il y a autour de sa pathologie. Maintenant, je reviens juste un petit peu en arrière quand vous avez parlé justement de l'alimentation. Effectivement, nous favorisons une alimentation saine, mais la précarité joue un rôle très, très important. Je l'ai mis en chat
Parce que quand vous dites à un malade, il vous faut du poisson, il vous faut des œufs, c'est très beau, mais malheureusement, c'est très, très, très difficile pour des patients en situation précaire. Donc, merci beaucoup d'avoir souligné ce point. Merci. Absolument. Votre intervention est super intéressante. Tout à l'heure, je suis passée assez rapidement sur le fait de nous en tant que professionnels. Alors, encore une fois, quand je dis professionnels, c'est pas que professionnels de santé, c'est également développeurs enfin voilà, chefs de projet en start-up, en e-santé, ou également responsables de programmes de développement dans une organisation. Nous devons nous effacer nous en tant qu'individus, avec nos croyances, avec nos capacités à comprendre les concepts en santé, à comprendre les maladies. On doit partir vraiment essentiellement du patient, et même si c'est des choses qui peuvent en tant qu'individu, personnellement, il y a des comportements en santé, par exemple, qui peuvent un petit peu nous remettre en question, en tout cas interroger nos valeurs, nos croyances, etc. J'ai accompagné des patients, par exemple, LGBT, transsexuels, etc. J'en ai tellement entendu, j'ai tellement vu de choses, mais c'est pas de moi dont il s'agit. Ça a toujours été du patient avec eh bien son quotidien. Son quotidien, c'est pas le nôtre. Donc votre intervention est très intéressante. Par exemple, j'ai des patients et beaucoup d'ailleurs, hein, j'accompagnais essentiellement des patients d'origine justement subsaharienne. Donc je crois que je n'avais pas un seul patient qui ne voyait pas en même temps que la médecine conventionnelle, qui ne voyait pas à la fois en parallèle un imam, un marabout, un tradit praticien, un pasteur, un tradit thérapeute, voilà, et beaucoup de mes patients. Et c'est là où, quand on crée des liens de confiance qui sont très forts, et quand justement on ne met pas en avant, on ne se met pas nous en avant, mais on valorise les connaissances et les comportements de l'autre, c'est-à-dire des patients et des usagers. Et c'est là où le patient finalement peut vous dire, il a compris que son comportement au quotidien, et notamment des nouveaux comportements qu'il questionne lui-même, ou des nouvelles situations, par exemple il part en vacances, ou un patient vivant avec le VIH qui rencontre quelqu'un et qui va se confier à vous et qui vous demande comment je peux faire, parce que voilà, j'ai le tradit praticien par exemple qui me conseille de prendre telle décoction de plantes. Moi, Alexandra, je suis qui pour dire mais non, tu peux pas prendre tes plantes en fait, parce que tu as ton traitement, et c'est ce traitement-là conventionnel qui est préconisé, c'est pas un autre. On ne peut pas, c'est pas possible. Et c'est aussi mon intérêt, hein, pour justement pour toute typologie de patients, et pour mon expérience également en Afrique, où j'ai développé cette ouverture, hein, sur les croyances et sur les comportements en santé, où je disais concrètement à ces patients-là, écoute, si tu veux, on va contacter, est-ce que d'abord toi tu as contacté, parce que moi je ne faisais pas à la place d'eux, on est là pour les soutenir et les accompagner, on n'est pas là pour faire à leur place, on n'agit pas à leur place. Est-ce que tu as contacté ton médecin, infectiologue par exemple? Est-ce que tu lui as parlé du contenu, à quoi ça va servir les plantes que tu prends?
Parce que si la partie active des plantes sur un plan thérapeutique ne convient pas avec ton traitement, tes ARV, eh bien peut-être que c'est pas que tu ne vas pas du tout prendre de plantes, c'est peut-être que les plantes, il faut que tu vois, il faut que tu en discutes avec le tradithérapeute, peut-être que les plantes, il faudrait les réajuster, il faut réajuster le contenu, enfin le choix des principes actifs. Voilà, donc on pourrait en parler très longtemps, c'est Il y a monsieur c'est super Jean-Steve intéressant. Memel qui avait posé la question, qui avait élevé sa main plus tôt. Est-ce qu'il est là? Monsieur Jean-Steve Memel, vous êtes là? S'il n'est pas là, on va continuer. Oui, vous avez la parole, monsieur Jean-Steve. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'était pour répondre à la question que Madame Guetta avait posée. Mais je crois que bon, la question a été, comment dire, ça a été répondu. Moi, je voulais juste apporter quelques additifs par rapport au fait que un patient soit acteur de sa santé. Déjà, il faut dire en tant que professionnel de santé, le fait qu'un patient soit acteur de sa santé signifie de manière très simple qu'il s'implique activement dans le traitement ou dans les décisions, les comportements, les actions qui sont liées en fait à sa santé. Donc, en gros, ça peut changer profondément la prise en charge ou même les résultats au niveau de sa santé. Donc, je peux peut-être citer certains points, par exemple l'amélioration de l'observance thérapeutique, oui. Un meilleur contrôle autant pour moi de la maladie, aussi une autonomie, une responsabilité, et aussi on parlera de relations renforcées avec les soignants, les professionnels de la santé, en tout cas tous ceux qui interviennent en fait autour de lui. Et aussi, on va parler aussi peut-être de réduction des coûts au niveau de la santé. Oui. Donc, comment je dirais ça pour répondre à la question, voici un peu en fait l'additif que moi j'ai voulu en fait apporter. Merci. Merci de votre intervention. Oui, effectivement. Et j'ajouterai quelque chose, c'est que à partir du moment où un patient est acteur de sa santé, on va partir également de ce qu'on peut observer individuellement à partir des patients qu'on accompagne, parce que parfois ils ont des astuces pour mieux comprendre, pour s'approprier également leur suivi. Ils ont des petites astuces et on va également partir de ce comportement-là individuel. Non pas pour le généraliser, parce que encore une fois, un comportement individuel ne peut pas être, on ne peut pas le mettre à grande échelle, mais il va y avoir un partage finalement d'expériences et d'expériences positives qu'on va pouvoir mobiliser dans le cadre d'accompagnement collectif. Alors, je reviens sur le terme d'accompagnement collectif. Quand j'animais des ateliers d'éducation thérapeutique, des ateliers collectifs, par exemple, pour des patients diabétiques, on abordait par exemple l'équilibre alimentaire, et l'équilibre alimentaire en partant bien sûr des goûts, des goûts alimentaires, des goûts alimentaires, mais également des quantités qui sont différentes d'un individu à l'autre. Je tiens à préciser que tout comme l'approche individuelle de chaque patient, ces ateliers collectifs-là sont réglementés, régis par un certain nombre de règles et notamment de non-divulgation de l'état de santé des patients. De toute façon, on ne parlait pas d'état de santé individuel, on parlait de comportement collectif
en santé. Et donc, nous invitions chaque patient à observer une charte avec 2 points importants. C'est que d'une part, on n'abordait pas les suivis individuels des patients. Et deuxièmement, tout ce qui était dans la salle ne sortait pas. Hein, on était régi par la non-divulgation des informations qui étaient diffusées lors de cet atelier-là. Alors, pour reprendre un petit peu par rapport à ça, les 3 dimensions clés de l'empowerment pour l'usager, il s'agit de mieux comprendre. Donc, on va parler de littératie en santé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, la littératie en santé. C'est le fait de comprendre l'information, de s'adapter à l'usager. Donc, comprendre l'information pour le patient, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il comprend de l'information, des échanges que nous avons? Comment est-ce qu'il s'adapte? Et à ce moment-là, nous, on avait adapté notre comportement au patient. Le patient ne va pas s'adapter à nous, c'est nous qui allons nous adapter à lui par rapport à, en ce qui concerne les outils, c'est la forme et le contenu qui va devoir être adapté au patient. Et ensuite, avec lui, on va poser un diagnostic éducatif partagé qui va être co-construit avec lui. C'est pas moi, Alexandra, qui vais le construire toute seule. C'est pas moi, dans ma start-up, qui vais construire tout seul un outil qui va peut-être pas être compris ni dans le fond, ni dans la forme par l'usager. Donc, je vais partir du terrain, finalement. Donc, dans le cadre d'une co-construction de l'accompagnement et du parcours de soins. La deuxième dimension, ça va être de mieux décider pour le patient, d'avoir accès à l'information en santé qui va être comprise. Il va y avoir des liens de confiance renforcés avec les soignants, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. La troisième dimension qui est très importante pour lui, ça va être de mieux agir et réagir en développant des compétences d'auto-soin, avec le développement et le renforcement de compétences personnelles et psychosociales, une meilleure prise en charge de sa situation de santé, avec une stabilisation de son état de santé, voire une amélioration de son état de santé. Et il va y avoir on va observer une valeur ajoutée pour les usagers éloignés des structures de soins. Donc, éloigné des structures de soins, c'est-à-dire d'un point de vue économique. Tout à l'heure, on a parlé également de précarité, qui va être un critère qui va rentrer bien sûr en ligne de compte. On va devoir en tenir compte. Et également l'éloignement géographique avec potentiellement le retard de diagnostic ou des diagnostics ou un suivi de santé qui va être inégal et qui va être assez irrégulier et potentiellement va avoir un impact moins bon sur le suivi de santé de nos patients. Alors maintenant, je vais vous proposer quelques exemples de bénéfices de l'éducation thérapeutique combinés à des outils connectés, des expériences réussies en Afrique francophone, et j'insiste pour dire que je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec les outils santé évoqués, ni avec les organisations. Donc ça, c'est très important. Alors au Mali, vous avez l'application Dinko Kunafoni, qui est une start-up spécialisée dans la santé des femmes enceintes, des mères et des enfants. Elle fournit des informations sur la maternité, des conseils et l'accès à des médecins spécialistes. Sauf que c'est une application comme celle que nous devons développer idéalement, où l'information n'est pas que descendante, puisqu'il y a un système d'alerte par SMS et appel téléphonique qui permet également de rappeler donc aux femmes enceintes et aux mamans, de rappeler les consultations obligatoires et les dates de vaccination. Donc ça c'est au Mali. Au Cameroun, nous avons la start-up application
Gifted Mom, qui a été créée dans un contexte de mortalité infantile alarmant au Cameroun, puisque nous avons 51,5 morts pour 1000 naissances en 2020. L'application a été créée pour rappeler aux femmes enceintes et aux nouvelles mères les dates de vaccins ou des consultations à réaliser pendant et après la grossesse. Elle dispose d'un algorithme envoyant à la demande des messages personnalisés en fonction de l'âge du nourrisson. L'application compte 100 000 utilisatrices actives en 2018, dont des femmes enceintes et des mères des zones enclavées du Cameroun qui bénéficient d'un suivi prénatal et post-natal. Donc à la fois, évidemment, on doit informer, bien entendu, du suivi de santé des patients et des risques encourus en cas de manque de suivi, en cas de non-observation du traitement, mais également où ces applications sont collaboratives, c'est qu'elles font appel au recensement finalement des activités des patients depuis les applications et de ce qu'on en fait aussi des chiffres par rapport au suivi de leur état de santé. Au Sénégal, on a couplé des SMS avec l'éducation thérapeutique dans un contexte de patients diabétiques. Pour 190 patients diabétiques accompagnés par des SMS sur 3 mois, donc il y a eu des messages éducatifs, on a observé une amélioration de la glycémie, par exemple. Au Togo, il y a eu des SMS envoyés pour les patients vivant avec le VIH. Des SMS de rappel pour prise des ARV et leur utilité. On a observé une amélioration de l'observance des antirétroviraux. Je vous ai donné la source de ces exemples d'applications réussies en e-santé pour nos patients. Mais au fait, quelles sont les conditions pour que les innovations en santé renforcent le pouvoir d'agir des usagers? Selon vous, quelles sont les conditions pour que les innovations en santé renforcent le pouvoir d'agir des usagers? Est-ce qu'il y a des conditions d'ailleurs avec ce qui vient d'être évoqué? Madame Salima. Oui, bien sûr, il y a des conditions parce que, évidemment, que l'Afrique est un continent immense et qu'il y a une grande inégalité dans l'accès, bien sûr, aux applications en ligne. Est-ce que maintenant, il y aura des intermédiaires avec les pharmaciens ou peut-être même avec une structure de proximité où les personnes peuvent avoir comme ça un accès à ces applications? Il y a encore un grand taux de couverture qui n'existe pas. Donc, ça, c'est évident. Ensuite, c'est comment est conçue l'application. Est-ce que vous avez est-ce qu'il devrait y avoir, à mon sens, un côté iconographique, c'est-à-dire tout ce qui est pictogramme iconographique international ou des images concrètes que la personne sait dans quelle situation agir. Les antirétroviraux, personnellement, avec notre expérience, nous avons utilisé des photos, même du comprimé, pour qu'ils reconnaissent qu'ils ne se trompent pas. Ça, c'est très grave, bien sûr, les conséquences sont importantes. Donc, ils avaient une fiche, on leur a dessiné des fois même au crayon, au stylo. On est allé, même pour les personnes non lettrées, à coller des exemples de comprimés. D'accord? Et donc, ça, c'est un accompagnement très important. Maintenant qu'on a la chance d'avoir donc l'Internet et le e-santé, il faudrait coupler, bien sûr, une iconographie dynamique. Je me suis trompée, j'ai oublié mon ARV de 8 heures. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, le chatbot ou autre agent va dire, voilà ce que vous pouvez faire. C'est pas grave, c'est grave. Non, prenez ça, et qu'il ait un algorithme adapté à son niveau de compréhension et qu'il soit vraiment dans la praticabilité. Voilà pour moi. Je laisse la place aux autres. Merci. Oui, on a 2 mains levées. Je ne sais pas si vous voulez réagir d'abord, mais on a 2 mains levées, M. Zanga. Après, on va prendre M. Jean-Steve Memel. Oui, on peut continuer sur les interventions. Kétan, si tu veux. Ok, donc M. Zanga, vous avez la parole.
Alors, merci beaucoup à notre présentatrice. Les conditions sur les innovations en santé pour renforcer le pouvoir d'achat. Moi, je dirais plutôt, est-ce que au niveau de ces applications, c'est le pouvoir d'agir, hein, pas le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'agir, désolé. Donc, le pouvoir d'agir, moi, j'aimerais comprendre, est-ce que ces applications, pour les personnes qui sont concernées, ce sont des applications qui sont gratuitement ou, dans le cas contraire, comment les abonnements se font? D'autant plus que nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup de précarité, surtout avec des zones beaucoup plus défavorisées. Et ce sont ces personnes défavorisées qui sont beaucoup dans ce genre de situation. Comment est-ce que ces personnes arriveront peut-être à financer ou bien à payer leur abonnement? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont apportées par rapport à tout ça? Oui. Alors, je vais y répondre tout de suite. Effectivement, le défi, c'est pas que l'accès technologique en lien avec la remarque précédente. Ce n'est pas que l'accès technologique, c'est-à-dire tout simplement, j'ai un téléphone, avoir un téléphone. Donc, ce n'est pas que ça. Avoir un téléphone ou une montre connectée, ce n'est pas que ça, c'est également comment j'accède à l'application. Certaines applications, alors je vais vous parler de ce que je sais dans mon environnement actuel, certaines applications, notamment pour les patients diabétiques, ont été développées par des laboratoires pharmaceutiques, hein, tout simplement, les mêmes laboratoires qui produisent notamment, enfin voilà, je vais pas en citer, mais de l'insuline, par exemple, pour les patients diabétiques. Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à la fois, on est sur un questionnement de quelque chose qui doit être rendu public, qui doit être le plus accessible pour nos usagers en termes de forme et de fond, donc pourquoi pas des pictogrammes sur lesquels eh bien, on n'est quand même pas lié. Enfin, je pense que le défi, c'est quand même de se détacher justement de ces formes de lobbying en santé, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette possibilité de le faire en tant que créateur, développeur de start-up, c'est de pouvoir créer d'autres applications que les usagers vont pouvoir télécharger. Ensuite, les financements en dehors de ces applications créées par des laboratoires pharmaceutiques. Il y a également des applications qui peuvent être financées en totalité ou en grande partie par les ministères de la Santé. Et puis pour certaines applications, eh bien, on demandera quand même pour un suivi plus poussé, individuel, avec pourquoi pas un lien avec un conseil en santé, un conseil personnalisé, type consultation en ligne, eh bien, on demandera une somme modique aux utilisateurs. Je ne crois pas du tout en quelque chose qui peut être complètement gratuit quand on demande l'implication des usagers. Regardez même dans les centres de santé communautaire, on leur demande au minimum de participer avec l'achat d'un petit carnet de suivi de leur état de santé, leur suivi de consultation. D'accord ? Donc, on n'est pas sûr, je pense maintenant, hein, sauf si, enfin, peut-être que je me trompe et à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir d'autres avis parmi vous, de personnes parmi vous, mais on n'est plus sur une complète gratuité de la part des usagers aujourd'hui, et c'est aussi parce que c'est pas gratuit que l'usager s'implique, à mon avis. Par ailleurs, en France, mais ça se développe, alors notamment par exemple en Côte d'Ivoire, vous avez la couverture maladie universelle où vous avez un certain nombre de traitements en accès, allez, on
va parler de gratuité pour les maladies chroniques. En France, vous avez les affections de longue durée, donc qui comprend toutes les maladies chroniques, y compris le VIH, où effectivement les médicaments sont complètement gratuits. C'est quand même extraordinaire d'avoir accès à un service, à un système de santé, où parce que pour justement nous permettre à l'usager d'avoir un meilleur suivi, de pouvoir également être plus observant, on lui permet d'accéder à des soins de santé et à des médicaments qui sont complètement gratuits. Et je trouve que cet aspect-là, en tout cas moi, j'en faisais un de mes arguments quand j'avais certaines résistances chez des patients qui ne suivaient pas. Alors après, il faut creuser toujours de pourquoi ils ne sont pas observants sur leur traitement, mais quand on a la possibilité d'avoir à sa disposition des traitements gratuits et qu'on ne prend pas ces médicaments, mon dernier argument quand même, c'était de dire est-ce que tu sais combien cela coûte si tu aurais dû payer ces médicaments-là? Quand on a des boîtes de médicaments qui coûtent 700 € et qui partent parfois à la poubelle parce que la date est passée et le patient ne peut plus les prendre. Et moi, je trouve que c'est un argument qui peut faire réagir parce qu'on a quand même certaines résistances. C'est ça, on va en parler. On a des résistances à l'observance du traitement, au programme d'éducation thérapeutique. Ces résistances-là sont souvent liées à des croyances que le patient ne verbalise pas bien, ou peut-être aussi que le professionnel de santé n'identifie pas bien. Et à nous seuls, en tant que professionnels de santé ou en tant que développeurs, on ne peut pas se heurter qu'à... Enfin, moi, je n'ai pas envie de me heurter à des échecs en termes d'adhésion sur des parcours de soins, et je veux comprendre pourquoi tu ne prends pas tes traitements, tu as tout à disposition, tu sembles avoir compris le pourquoi du comment, tu ne prends pas ton traitement. Donc mon dernier argument, c'est de dire, voilà, ça coûte ça. Et je pense qu'une application en santé qui ne peut être que bénéfique, parce qu'on doit toujours orienter notre démarche en santé sur le bénéfice pour les usagers, une application qui peut être soutenue en partie ou en totalité par des ministères et pour lesquels également on permet, alors je ne sais pas moi, pour une partie qu'on pourrait apporter, qu'on pourrait appeler premium, qu'on pourrait proposer à des patients sous réserve d'une adhésion modique. Il faut pouvoir l'utiliser, et je pense que c'est un des arguments qui permet également une meilleure adhésion et un meilleur suivi de son état de santé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je sais que certains vont me dire bah oui, mais on n'est pas là pour gagner de l'argent en tant que professionnel de santé, mais quand on développe une application et quand on veut se détacher des lobbies en santé, eh bien, je pense qu'on est obligé de proposer une application avec une partie qui est payante tout en étant accessible pour les usagers. Donc, il peut y avoir une partie de base de l'application qui est accessible sans payer, parce que justement cette partie-là, eh bien peut-être que la start-up aura eu une aide du ministère, mais pour développer et rendre une application viable et pour pouvoir également impliquer les usagers et leur faire comprendre que ton état de santé, eh bien écoute, il y aura un meilleur suivi avec moyennant un règlement qui est tout à fait accessible. Je pense que c'est un argument qui peut être tout à fait intéressant et qui peut faire le poids auprès des usagers. Est-ce qu'il y a des réactions sur cet aspect-là? Il y a M. Jean-Steve qui a levé la main. On va prendre M. Jean-Steve.
Monsieur Jean-Steve, vous êtes là? Oui, oui, merci encore pour toutes, comment dire ça, pour toutes les réponses qui ont été données. Moi, je voulais répondre en fait à la question. Voilà, de savoir en fait les conditions pour que les innovations en santé renforcent le pouvoir d'agir des usagers. Moi, j'ai noté certains points sur lesquels je vais en fait m'appuyer pour pouvoir répondre à la question. Déjà, en fait, il faut déjà retenir compte d'un contexte africain. Et aussi, il faut dire que, comment je dirais ça, il y a l'accessibilité technologique et économique en fait. Quand je parle du contexte africain, il faut savoir que déjà dans ce contexte africain-là, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Et même si tout le monde a accès à Internet, il y a un autre facteur que, à ma connaissance, beaucoup de startups ou beaucoup d'innovateurs en santé négligent en fait. C'est le facteur en fait que je peux appeler comme ça le facteur intellectuel. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est allé, je dirais, à l'école, ou je vais dire ce n'est pas tout le monde qui est allé loin dans les études en fait. J'ai une amie qui, du côté de la France, une amie ivoirienne qui est en train de développer une solution. Donc du coup, elle m'avait en fait écrit pour que je lui apporte en fait des conseils, mon expertise et tout ça. Et je lui ai dit en fait, c'est très bon de développer des solutions. C'est même très beau. Il y en a plein en Afrique. C'est même bien. Mais le problème en fait que moi j'ai, surtout puisque je peux dire que j'ai une double casquette étant médecin de formation et aussi entrepreneur dans ce domaine de santé digitale. Le problème que moi j'ai en fait avec certaines solutions qui sont développées en Afrique, c'est qu'elles ne tiennent pas compte en fait de certaines conditions en Afrique. Je lui ai dit, par exemple, ta solution, tu vas la développer, tu vas la déployer sur Abidjan et tout ça, mais moi, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que celui qui est, par exemple, dans son village, par exemple, je vais citer une ville de la Côte d'Ivoire qui est derrière, par exemple, Korogo, qui est une ville vers le nord de la Côte d'Ivoire, qui ne sait ni lire ni écrire, est-ce qu'il pourra interagir ou pourra utiliser en fait ton application? Et là, elle n'a pas su en fait me répondre. Elle a vu déjà qu'il y avait déjà un blocus. Et moi, je trouve que c'est ce problème que certains innovateurs qui ont de très bonnes idées, mais en fait, ne trouvent pas de solution à ce problème en fait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien beau de faire sortir une solution, mais il faut faire sortir la solution de telle en sorte que la, comment dire ça, toutes les couches de la population puissent en fait les utiliser. Aujourd'hui, quand j'en parle, je prends l'exemple par exemple d'une fintech en Côte d'Ivoire qui est accessible à tout le monde et que même celui qui n'est pas allé à l'école utilise en fait comment gérer ça, leurs applications. C'est Wave. Aujourd'hui, mon grand-père qui est au village, qui ne sait ni lire ni écrire, peut utiliser Wave parce qu'il sait que s'il rentre dans l'application Wave, il sait quel bouton appuyer pour pouvoir faire un dépôt d'argent, quel bouton appuyer pour pouvoir recevoir son argent. C'est-à-dire que Wave a tellement simplifié leur application et je pense pour ma part que c'est ce qui a fait un boom en fait en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi aujourd'hui toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, que la personne soit intellectuelle ou pas, qu'elle ait un bon niveau universitaire ou pas, utilise aujourd'hui Wave. C'est-à-dire que même l'illettré, excusez-moi du thème, même l'illettré aujourd'hui peut utiliser Wave en fait. Donc en fait, c'est à ça que moi je veux, en tant que, je dirais, jeune médecin, mais aussi jeune entrepreneur, y arriver. Qu'on soit à mesure de pouvoir concevoir des applications qui permettent en fait à toutes les couches, à tout bord social, de pouvoir en fait les utiliser. Sinon, les idées, comme je l'ai dit, et quand j'en parle avec des amis, je leur dis les idées, ce n'est pas des idées qui manquent en Afrique. Il y a beaucoup d'idées, il y a des idées qui sont très bonnes et toutes les idées sont bonnes. Mais le problème, en fait, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, une start-up va faire sortir une solution dans le domaine de la santé. Elle va que se concentrer plus sur, comment je vais dire ça, sur la population abidjanaise.
mais oubliant en fait ceux qui sont dans des zones reculées. Sachant que de nos jours, où nous sommes aujourd'hui, tout le monde utilise un smartphone qui est appelé téléphone intelligent. Même si la personne ne connaît pas toutes les fonctionnalités, mais au moins on est perçu que que quelqu'un utilise en fait un smartphone en fait. Donc en gros, pour ne pas monopoliser la parole, c'est ce que moi je voulais en fait apporter, que vraiment nos solutions soient adaptées à tous. Merci. Merci beaucoup de votre intervention qui est très, très, très intéressante. Effectivement, c'est le sens de mes propos. On ne peut pas développer une application si on ne part pas du terrain et du niveau de compréhension, d'accessibilité des informations des usagers. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de fond et de forme des applications, parce qu'il faut qu'elles soient accessibles au plus grand nombre de personnes. Et quand on parle de plus grand nombre de personnes, vous avez cité Wave, par exemple, ce qui signifie que Wave, finalement, ce n'est pas le plus grand nombre. On peut dire que Wave est une application qui est comprise par la majorité, sinon la totalité des personnes aujourd'hui, des utilisateurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Tout à l'heure, Madame a parlé de pictogrammes, de photos, moi j'utilise beaucoup des flèches aussi, j'utilise beaucoup les mimes, le non-verbal est très très parlant, très imagé, et les patients s'en souviennent très bien. Donc ça c'est important de partir du terrain. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, et puis vous parliez également de l'accès à Internet. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir un téléphone, bien que je vous fais remarquer, en tout cas moi, tous mes patients, quelles que soient leurs conditions, tous les patients ou tous les usagers que j'accompagne au sein des établissements de santé, quelle que soit leur situation sociale, économique, ils ont quasiment tous des téléphones, des smartphones. Et ils sont tous connectés, liés d'ailleurs, par ailleurs, avec ce téléphone-là à leur pays d'origine. C'est ce qui leur permet de garder un lien aussi avec leur pays d'origine, un lien géographique. Voilà, donc c'est très important. Donc votre intervention résume bien l'intérêt de partir du terrain, et on ne peut pas développer une application dans notre petit coin si on ne tient pas compte des niveaux de formation, ou plutôt de compréhension. Ça m'embête, ce qui me gêne un petit peu, c'est quand on parle du niveau intellectuel des gens. Il y a des personnes qui sont allées à l'école, qui sont allées très loin même dans les études, et qui pour autant ont des comportements à risque en santé, parce qu'ils sont également concernés par des freins qui les éloignent de l'observance, par exemple, de traitements ou de comportements en santé qui pourraient être positifs pour eux. Et donc, ce n'est pas tant lié au niveau d'études, où vous parliez de personnes intellectuelles, les intellectuels, pas du tout, c'est plus lié vraiment individuellement au comportement en santé. Voilà ce que je voulais, les éléments sur lesquels je voulais rebondir par rapport à votre intervention. Voilà, on va prendre rapidement 2 personnes, mais rapidement pour qu'on puisse continuer. Monsieur Silver qui a levé la main, et après on va prendre Monsieur Adama. Monsieur Silver, vous êtes là? S'il n'est pas là, on va prendre Monsieur Adama ou Madame Adjoa Prisca. Ok, Madame Adjoa, vous avez la parole. Rapidement. Ah oui, je suis là. Okay. Allez-y. Okay. Je voulais juste dire la même chose que Madame Alexandra. C'est que les applications, pour que les innovations puissent prendre, il faut qu'on l'adapte véritablement aux réalités. Ça ne dépend pas
comment on appelle ça, du niveau intellectuel des gens. Non, il faut prendre en compte les gens ont des niveaux intellectuels très élevés, c'est juste qu'ils n'ont pas été instruits en français. Les gens sont instruits dans leur langue. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut adapter les solutions par rapport aux réalités des personnes. La dernière fois qu'on faisait la formation, on en a parlé. Dans certaines contrées, il y a des manières de voir les choses qui sont différentes. Donc, les innovateurs doivent aller sur le terrain, comprendre les réalités sociologiques et anthropologiques de chaque communauté et les adapter, soit en prenant, comme elle a dit, avec des trucs imagés et autres, mais aussi en s'adaptant par rapport aux langues et aux us et coutumes des gens pour facilement voir comment est-ce qu'on peut les aider à pouvoir avoir de meilleurs comportements en santé et les aider. Donc voilà les éléments sur lesquels moi je voulais agir et, disons, donner quelques éléments de réponse. Et je pense qu'avec l'appui des uns et des autres, on va pouvoir avoir les éléments pour pouvoir aider ceux qui sont en train de faire les conceptions, mais aussi ceux qu'on appelle les professionnels de santé. Vous ne pouvez pas faire un bon accompagnement de vos patients aussi quand vous n'arrivez pas à comprendre aussi quelles sont leurs réalités sociologiques. C'est des aspects qui sont importants pour pouvoir les accompagner progressivement, à les adapter pour mieux leur faire comprendre un certain nombre de faits, qu'ils puissent facilement accepter la prise en charge et qu'il y ait une bonne relation entre le patient et celui qui l'accompagne en tant que professionnel de santé. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci vraiment, Madame Alexandra, et à tous pour ce partage qui est en train d'être fait. Merci. Je pense qu'on va, merci à vous. Je pense que M. Adama va répondre et puis on va continuer parce qu'on est en train de tourner, d'avancer dans le temps. Il a toujours la main levée pour qu'on puisse permettre à notre expert du jour de finir sa présentation justement et se prêter au reste des questions. Monsieur Adama. OK, merci bien Corinne, merci Madame Guetta. En fait, ce que je voulais ajouter dans tout ce qui a été dit, c'est de dire, quelle que soit l'application qui aura été créée, quel que soit le produit qu'une startup va développer, il faut toujours prévoir l'accompagnement humain. J'ai entendu M. Memel parler de Wave. Wave, quel que soit, malgré sa simplicité, les usagers ont toujours besoin de cette main extérieure pour les accompagner dans l'utilisation. Voilà. Et deuxième chose, on n'a pas trop évoqué cette histoire de confiance aussi dans les appareils connectés, par exemple, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Et donc, pour que justement les utilisateurs aient confiance aux éléments, il faut les assurer déjà de cette protection-là. Et puis, bon, naturellement, Mme Ngueta a parlé de la co-construction, impliquer tout le monde, parce que, comme on le dit en santé communautaire, ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Et donc, pour que les gens soient participants, il faut justement qu'ils soient impliqués dans la construction. Merci. Rapidement, sur ces deux interventions, je voulais, par rapport à la première intervention, je voulais juste vous raconter une anecdote. Je suivais plusieurs patients qui avaient un faible niveau en français, enfin, qui parlaient très peu et comprenaient peu le français. Par contre, chez cette typologie d'usagers, je dirais, ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'il y a une intelligence pratico-pratique qui est remarquable. Et quand, voilà, en fait, ils agissent beaucoup sur le mimétisme, on agit beaucoup sur la manière de faire et le comportement, c'est-à-dire très concrètement, comment tu te connectes à ton application, où tu vas, où est-ce que tu rentres les données. Voilà où il y a des éléments qui peuvent t'alerter par rapport à ça, comment est-ce que tu peux réagir. Et j'avais une interaction qui était tout aussi bonne
est fortement intéressante d'un point de vue personnel et humain et dans l'échange. Donc encore une fois, ça renvoie encore au lien de confiance qu'on tisse avec nos usagers. Et j'avais d'aussi bons résultats qu'avec des patients. Tout à l'heure, on a parlé de niveau intellectuel, d'apprentissage, etc. J'avais d'aussi bons résultats avec ces patients-là. Bon, voilà, essentiellement, je voulais revenir là-dessus. Si on peut continuer, je vous propose de continuer. Oui, Alexandra, tu peux continuer. On va te laisser finir jusqu'à la fin de ta présentation. OK. Alors, les conditions pour que la e-santé renforce le pouvoir d'agir des usagers. En conclusion, c'est aux professionnels de s'adapter aux patients. Le diagnostic éducatif partagé et co-construit avec le patient. On tient compte de ses connaissances et de ses contraintes culturelles, psychosociales, économiques et de croyances, évidemment. Le patient, qu'est-ce qu'il veut pour lui-même? D'après vous, il veut quoi, le patient, pour lui? Finalement, c'est une question que je vous pose. Hein. Une meilleure santé, un mieux-être, une meilleure santé. Exactement. Et puis, il ne faut pas que ça lui coûte trop cher quand même. Hein. Tout à fait. Voilà, il faut que ce soit pratique, abordable, acceptable pour lui. À partir du moment où on a rempli ces critères-là, c'est gagné. Accompagner le patient à identifier ses freins. On a parlé tout à l'heure d'accessibilité, hein, non pas seulement à l'outil, mais également à la connexion, puisqu'on peut observer sur les territoires une accessibilité inégale aux outils, des inégalités de connectivité aussi qui sont non efficaces et fiables. Et je reviens sur quelque chose d'important, c'est effectivement toute la réglementation sur la protection des données de la personne. Il faut qu'on apporte qu'on sécurise l'application et qu'on apporte tous les arguments qui vont permettre au patient de lui dire que tout ce qui sera déposé sur la plateforme ou échangé avec le professionnel de santé sont strictement confidentiels et ne regardent personne à part le patient et le soignant. Et même pour transmettre certaines données aux professionnels de santé, aux médecins spécialistes qui suivent le patient, c'est dans un contexte particulier qui est également légiféré, donc il faut également bien sûr informer le patient, recueillir sa compréhension du partage concernant le partage d'informations et lui garantir que ces informations-là seront transmises également à son médecin uniquement si il nous en donne l'autorisation. On doit également tenir compte du faible littératie en santé, adapter le vocabulaire, la compréhension des messages en santé, tenir compte des représentations et des croyances du patient. On doit tenir compte de l'éloignement des structures de soins, difficultés économiques, précarité, ça on l'a vu, en sachant que des patients, tout à l'heure on a parlé notamment concernant Wave par exemple, de patients qui malgré tout ont besoin d'intermédiation pour pouvoir s'autonomiser. Et parfois, le lien de confiance va être graduel, la compréhension d'une application, d'outils en santé, ça va être également graduel et qu'on ne peut pas, ça peut être dangereux même de laisser des patients utiliser certaines applications seuls ou de faire des auto-interprétations, d'être tenté de faire des auto-interprétations concernant des chiffres par exemple ou un état de santé qui mettrait le patient pas sur la bonne voie, sur sa situation réelle de santé. Alors, on va passer très rapidement là-dessus parce que je vais vous proposer un exercice collectif. Dans le cadre de la création d'outils connectés, on en a parlé quand même brièvement. À quels freins intrinsèques et extrinsèques liés aux patients avez-vous déjà été confrontés?
Et que pouvez-vous observer lorsque vous associez l'accompagnement individuel face à face? Donc, on est sur la démarche interpersonnelle avec le patient, combinée à des outils connectés. Est-ce que quelqu'un peut intervenir rapidement sur ces deux questions-là? Concernant les freins intrinsèques et extrinsèques liés aux usagers. Oui, levez la main pour interagir. Oui. Alors, je me permets de commencer. Après, les autres prendront un coup de route. Je parle parce que je travaille également aussi tout ce qui est objet connecté. Donc, pour moi, je pense qu'en termes de freins intrinsèques, voilà, on va dire intrinsèques déjà, donc celles liées à la personne elle-même, souvent c'est le manque de compétences numériques parce que certains usagers ne savent pas utiliser vraiment les différentes technologies, les smartphones et même les objets connectés qui sont là. Après, il y a la croyance qui à un moment limite. Donc, on a l'impression on craint de perdre le contrôle, on a peur de la surveillance, on a de la méfiance. Et puis, après, il y a certaines habitudes qu'on a. Donc, on a des préférences pour certaines méthodes assez traditionnelles. Donc, face au le papier, en face, la résistance au changement. Et puis, les freins intrinsèques, donc liés à l'environnement et le contexte, même, je peux dire, par moment, il y a l'accessibilité limitée à la connectivité ou bien encore la langue, on l'a assez dit, hein, la langue, la culture, le niveau même d'éducation, même si ce n'est pas l'élément le plus important, mais il faut la compréhension de l'outil. Parce que quand c'est mal adapté au contexte aussi, il y a un problème. Et il y a souvent le manque d'accompagnement. Donc, les usagers souvent se sentent seuls face à leur outil qu'ils utilisent. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de support. Et puis, souvent, les interfaces sont peu intuitives. Donc, ça pose un problème. Voici ce que je peux dire pour m'arrêter là et puis laisser la parole aux autres. Merci. Monsieur Jean-Steve Memel qui voudrait prendre la parole. Et, encore merci. Bon, pour répondre à la question, moi je vais plus, comment je dirais ça, pour parler de tout ce qui est frein intrinsèque, je vais plus me focaliser sur le manque de littérature en santé. Ce qu'on remarque plus, c'est que la population vraiment ne maîtrise pas en fait le langage médical. Et ça, c'est un frein en fait. C'est un frein parce qu'ils ont une incompréhension des thèmes médicaux et des fonctionnalités. Et ça même, on le voit plus, même quand on est en consultation, hein, on est obligé, la plupart du temps, moi par contre, quand je suis en consultation, je suis obligé en fait, la plupart du temps, de me mettre au même niveau littéraire que mon patient en fait, pour qu'on puisse se comprendre. Sinon, si je me mets à sortir tous les gros mots en griffe du dictionnaire médical, je sens qu'il ne va pas me comprendre en fait. Parce que je vais donner un exemple très simple. On peut recevoir quelqu'un qui va venir vous dire que « Ah, docteur, j'ai plaie de ventre ». Donc, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par plaie de ventre en fait. Donc, en gros, si on ne se met pas au même niveau, il y a déjà ce défaut d'incompréhension. Donc, moi, je trouve que c'est déjà un problème, déjà à ce niveau-là. Maintenant, pour parler de tout ce qui est frein, je dirais extrinsèque, il y a l'accès limité à Internet, qui est aujourd'hui un problème en Afrique. Il y a l'accès limité à Internet. Il y a des matériels qui sont vraiment inadaptés. Et puis, il y a aussi, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, la langue aussi, qui est aussi une barrière en fait, qui est un outil vraiment non maîtrisé au jour d'aujourd'hui. Donc, voici ce que moi je voudrais dire. Alors, la deuxième question, je crois qu'elle a posée, c'était de est-ce qu'il y a des recommandations, je pense, que pouvez-vous observer? Et moi, ce que je peux dire à ce niveau, par moment, comment est-ce que je peux dire? C'est l'accompagnement humain qui va permettre derrière de pouvoir assurer. Je ne sais pas si ça répond à la question de
voilà, l'accompagnement humain, quand je regarde, que peut pouvoir assurer également pour motiver, pour expliquer l'intérêt de l'outil, surtout qu'on est en train de parler d'outils connectés et les gens ont tendance à vraiment diaboliser la chose, si je peux le dire, dans un environnement, un contexte africain. Donc, on n'est pas tout de suite vraiment habitué de se dire comment est-ce qu'un objet pourrait pouvoir prendre les constantes vitales, comment un objet pourrait me dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, c'est vraiment l'accompagnement humain qu'il faut dessus. Et puis, un suivi vraiment qui va permettre de guider les utilisateurs étape à étape dans cette mise en place. Et surtout, pour moi, je pense que c'est le retour d'expérience. L'interaction directe, par moment, va permettre de recueillir des feedbacks et puis améliorer l'outil au fur et à mesure. Voici ce que je peux dire. Exactement, pour ajouter, si on me le permet, pour ajouter à ce que Mme Corinne dit, c'est tout à fait vrai en fait. Il faut vraiment un accompagnement humain. Aujourd'hui, il faut voir que, on le voit même dans la médecine, hein. Aujourd'hui, il faut voir qu'il y a des personnes, ils ont vraiment problème avec tout ce qui est éthique. Parce que, par exemple, quand tu vas dire ton objet connecté prend peut-être tes constantes, autant pour moi, les paramètres vitaux, la personne va dire, mais comment c'est possible, en fait? Je vais ouvrir peut-être une brèche. Dans le domaine de la téléconsultation, moi, comme on dit ça, quelqu'un une fois a partagé son expérience avec moi où il a dit non que genre, un médecin comment il a dit non que son père n'accepte pas qu'il fasse de consultation à distance parce que dans la tête de son père, un médecin ne peut pas faire de consultation s'il n'a pas touché en fait le patient. Alors qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est faisable en fait. C'est faisable. Donc, vraiment, il faut vraiment de l'accompagnement. Mais comme ce que Mme Corinne a dit, c'est à nous. Et moi, j'ai un réel problème avec ça, surtout avec les startups. C'est à nous d'aller sur le terrain en fait. Et pour ça, en fait, moi, je dirais que les startups, en fait, en développement, doivent faire ce qu'on appelle des caravanes pour pouvoir aller sur le terrain, en même temps éduquer la population, mais aussi présenter les solutions, en fait. Combien de startups, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, combien de startups, en fait, vont sur le terrain pour pouvoir, en fait, toucher, en fait, la population. Ou je vais dire, si je peux employer ce terme-là, font du porte-à-porte. Combien? Il y en a très peu, en fait, qui ne le font pas. Donc, c'est à nous, en tant que start-up, d'aller sur le terrain, de leur dire que cet outil-là, voici comment il se présente, il est bon pour votre santé, il pourra, en fait, apporter un plus dans l'amélioration de votre santé. Mais si on est là, on se contente juste à dire, bon, on va créer, on fait tout ce qui est publicité, puis on se dit non que des personnes vont venir acheter notre solution. Mais il y aura toujours ce blocage parce que la personne qui va se poser des questions en fait. Donc il faut qu'on fasse du porte-à-porte, il faut qu'on fasse de ce que je pourrais dire de la sensibilisation, qu'on s'approche des personnes quand on leur parle en fait. Voilà. Merci. Merci Kétan. Alexandra, je pense qu'il y a M. Sylvain qui a levé la main. On va le prendre le tout dernier pour que tu continues, sinon je pense que tu n'en finiras pas. M. Sylvain, allez-y. Merci. En fait, c'est juste pour ajouter à ce que les autres ont dit. Hein. C'est-à-dire que il faut, en matière de tout le domaine médical, le contact avec le patient est très important. Et donc, du coup, lorsque vous mettez des solutions connectées, c'est pour, même si la personne est à distance, c'est de faire de manière à ce que il y ait ce rapprochement qui se sent, même si c'est un outil qui est connecté. Je me souviens que lorsque nous, on faisait nos consultations à distance et même quand on faisait les sensibilisations, les télésensibilisations vers les zones reculées avec notre association de télésanté au Togo, on faisait toujours l'essentiel qu'après, on a toujours une équipe qui va après sur le terrain pour pouvoir mieux expliquer les choses aux gens et après les accompagner et après les remettre en contact avec le centre de santé qui est le plus proche pour que certaines choses puissent continuer de manière à ce qu'ils puissent voir qu'il y a un plus-value qui vient certes de l'extérieur, mais qu'il y a un accompagnement aussi qui est là à côté. Et je pense que c'est cette réflexion-là qu'il faut qu'on mette ensemble et qu'on continue par savoir que dès le départ, quand on parle de santé,
le côté des relations qui doivent être très rapprochées entre les personnes qui délivrent ces services et les personnes qui en bénéficient. C'est un aspect très important à prendre en compte lorsqu'on développe cet outil-là. Merci beaucoup. Effectivement, donc merci pour toutes ces interventions. Je pense que je suis contente parce que j'ai l'impression que le sens de mes propos a été compris. C'est très important de ne pas laisser permettre l'autonomisation du patient dans un contexte d'éducation thérapeutique, dans un contexte d'utilisation d'une application, d'un outil e-santé. C'est très important, mais l'approche humaine pour qu'ils puissent comprendre le pourquoi du comment est tout aussi importante, et que malgré tout, même quand il est autonome derrière un écran, qu'il soit informé que si jamais il a besoin, il est perdu sur l'application, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'être guidé, etc. Il y a quand même toujours une personne, un professionnel de santé, parce que ces questions peuvent être de deux ordres, hein, soit une question de santé, soit une question de plus technique, et en tout cas, depuis une application qui sache où activer la petite cloche en si besoin, et qui contacter en toute confidentialité toujours. Donc ça, je pense que c'est important. C'est pour ça que moi, je propose toujours, pour le déploiement de ces outils connectés, couplés à l'éducation thérapeutique, donc l'approche individuelle du patient, je propose toujours que ces outils-là soient déployés dans le cadre de programmes collectifs, en fait, d'ateliers collectifs, que ce soit au sein des centres de santé, au sein d'hôpitaux, au sein de cliniques, ou alors directement dans le cadre de caravanes santé. Tout à l'heure, quelqu'un l'a mentionné. Je trouve que c'est important, effectivement, de ne pas oublier que le déploiement de l'outil conditionnera justement la réussite du monitoring des activités, et que l'outil soit le plus bénéfique possible pour nos patients. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. On continue? Est-ce que le temps passe? Oui, Alexandra, on continue. Et je demanderai aux membres de la commission, je vous demanderai de regarder aussi dans le chat. Il y a une information qu'on va mettre juste pour pouvoir vous donner des attestations pour la participation et l'assistance à la masterclass. Tu peux continuer, Alexandra. Ok. Alors maintenant, je vous propose, je vais vous donner le temps imparti, parce que le temps passe vite, des ateliers collectifs pour penser une e-santé plus inclusive et bénéfique pour le patient. Je vous propose trois situations. Et puis, je vais vous donner un petit temps pour que chacun, vous puissiez y réfléchir, et ensuite, on fera une mise en commun. La première situation, c'est nous avons une personne qui a fait un malaise hypoglycémique. Elle a été hospitalisée 6 jours pour diabète déséquilibré. Donc, ça, c'est une personne qui fait régulièrement des malaises hypoglycémiques. Nous avons une deuxième situation qui est un patient qui se présente au centre de santé avec des maux de tête, des vertiges et une hypertension artérielle. Il dit qu'il oublie parfois de prendre son traitement. Et une troisième situation, là, c'est le ministère de la Santé qui vous demande d'élaborer un projet en faveur du suivi des personnes vivant avec le VIH. Car le ministère a constaté qu'il y a eu un rapport qui est sorti, et la maladie connaît un pic actuellement, surtout chez les jeunes filles dans la tranche d'âge des 15-20 ans. Donc pour chacune des situations-là, on va identifier, je vais vous demander d'identifier quels problèmes vous pouvez cerner, de quelle information vous avez besoin, quelles compétences seraient à développer pour le patient concerné, quels freins peuvent être anticipés pour chacune des situations, et quelles solutions
solutions numériques pouvez-vous proposer afin de répondre aux problèmes et renforcer le pouvoir d'agir de la personne ou du groupe concerné? J'ai mis répondre parce qu'il n'y a pas de bonne réponse idéale. Nous réfléchissons ensemble, c'est l'objet même de cette communauté, c'est de réfléchir à des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes à échanger. Voilà, est-ce que tout le monde a compris le petit exercice qu'on va faire maintenant? Je vais vous donner... C'est bon? Je vous donne 5 minutes, c'est un peu juste, mais on va éviter de déborder. Allez, 10 minutes grand maximum. D'accord. Donc, il est 45 jusqu'à moins 5. Après, on fera une mise en commun. Alexandra, est-ce que je peux m'essayer quand même à l'exercice aussi? Bien sûr, Corinne. D'accord. En fait, je vais m'essayer, ce qui va permettre peut-être d'ouvrir le champ des réflexions des autres, là, rapidement, le temps qu'ils sont en train de réfléchir pour ne pas faire un peu dormir le groupe. Pour essayer de répondre à le premier, quel est le problème qu'on essaie de déceler, le premier problème identifié, je dirais une mauvaise gestion du diabète, un manque d'alerte en cas de déséquilibre de la glycémie, par exemple. Je peux dire tout de suite. Ensuite, en termes d'informations dont j'aurais besoin, l'historique glycémique du patient, et puis la fréquence de ses malaises, et puis une connaissance quand même du patient sur ses maladies. Ça peut peut-être aider. En termes de compétences, bon, on va dire compétences à développer. Moi je suis plutôt objet connecté, donc j'aurais dit utilisation des objets connectés pour un suivi de la glycémie. Et puis, après, il peut avoir aussi une éducation thérapeutique du patient. Hein. Donc, l'autogestion, les signes d'alerte, tout ça. Et puis, les freins, je vais dire le coût des dispositifs. Et puis, l'acceptation souvent des technologies. Donc, si on me demande de proposer en termes de solutions à proposer, écoute, moi, solution numérique. Solution numérique, j'irais dire ce que j'ai déjà fait, donc je dirais une montre connectée. Cette montre-là qui va permettre de pouvoir avoir ce suivi de l'alerte en cas d'hyperglycémie, une interface assez éducative pour pouvoir accompagner. Je m'arrête là pour laisser la parole aux autres qui ont peut-être levé la main pour la deuxième partie. Sinon, s'il n'y a personne, je pourrais toujours réagir. Merci. Alors moi, je trouve que c'est super. Est-ce que quelqu'un veut… Merci Corinne. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Moi, j'ai une petite idée supplémentaire par rapport à par rapport à ce que tu viens de dire. D'accord. Moi, je vais me lancer. J'ai quand même essayé de répondre aux 3 problématiques, si je peux dire ça. Aux 3 problématiques. Donc, alors, ce que je vous propose, c'est d'abord est-ce que vous avez d'autres idées par rapport, pour compléter les propos de Corinne? Sinon, je vais vous proposer de traiter le cas numéro 2, la situation numéro 2. Par rapport au malaise hypoglycémique. Pour moi, il manque une information importante. D'accord. Bon, pour ce que Mme Corinne a dit, je suis parfaitement d'accord, je n'ai pas d'additif à apporter. Voilà. Donc, je vais aller sur le cas numéro 2. Alors, est-ce que moi, je peux la compléter, la situation numéro 1? Oui, tu peux, oui. Merci Corinne. J'ai quelque chose à apporter, c'est travailler également sur les signes. Quels sont les signes d'un malaise hypoglycémique? C'est-à-dire que le comportement du patient va toujours être interrogé en plus finalement des outils connectés. Comment je me sens, comment j'identifie ma situation quand justement je suis en hypo ou en hyperglycémie, et comment à ce moment-là je peux réagir. Donc je peux réagir comment? C'est effectivement avec le contrôle glycémique, avec ma montre connectée qui me confirme qu'effectivement je suis en train de faire un malaise hypoglycémique, mais que j'ai déjà identifié parce que j'ai des vertiges
vertige, parce que je me sens pas bien, parce que j'ai très soif, etc., etc. Donc travailler sur les compétences, ce que j'appelle les compétences psychosociales, les comportements en santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi, ça me va. Ok. Est-ce que vous voulez travailler, nous donner votre proposition de réponse pour la situation numéro 2? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, la situation numéro 2, il s'agit d'un patient. Un patient se présente au centre de santé avec des maux de tête, des vertiges et une HTA. Il dit qu'il oublie parfois de prendre son traitement, en fait. Donc, déjà, pour répondre à la première question, le problème, c'est né ici. D'abord, il faut voir une mauvaise observance thérapeutique. Aussi, un manque de routine ou de rappel. Il y a aussi en fait que je souligne aussi une méconnaissance du danger de l'HTA non contrôlé, parce que pour quelqu'un qui oublie parfois de prendre son traitement, c'est très dangereux. Et là même ça, ce sont des choses auxquelles même on en rencontre beaucoup même à l'hôpital. Hein. On reçoit des patients qui viennent, ils sont HTA connus, mais ils suivent mal leur traitement, ou soit eux-mêmes ils décident d'arrêter carrément sans avis médical, d'arrêter carrément de prendre en fait le médicament en fait. Donc voici pourquoi je parle d'une mauvaise observance thérapeutique et d'un manque de routine de rappel, sachant que quand c'est comme ça, je parle même sur une sensibilisation parce que je l'ai dit, mais le médicament de l'HTA, c'est juste un comprimé par jour. Donc tu ne peux pas oublier en fait de prendre, ça ne serait-ce qu'un seul comprimé par jour, c'est même pas matin, soit c'est juste un seul par jour, tu ne peux pas censé être oublié de prendre ça en fait. Donc après, il y a d'autres patients qui vont dire non, docteur, c'est parce que quand j'ai contrôlé 1-2 fois ma tension et qu'elle est devenue normale, j'ai décidé d'arrêter. Non, mais je leur dis souvent que le médicament, on ne le décide pas comme ça sans avis médical en fait. Donc voici pourquoi j'ai souligné ces 3 points. La deuxième question, c'était de savoir l'information nécessaire. L'information nécessaire, déjà, il faut connaître le profil du patient, c'est-à-dire son âge, sa situation socio-économique, voilà, son mode de vie, etc. et tout ça. Il faut aussi prendre l'historique tensionnel, c'est-à-dire quelle a été plutôt la dernière fois où il a pris en fait sa tension artérielle. Et puis aussi connaître les raisons pour lesquelles le patient dit qu'il oublie de prendre son traitement. Est-ce que c'est une nonchalance? Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Est-ce que, genre, en tout cas, il y a pas mal de facteurs. Donc, il faut vraiment que le patient nous dise pourquoi, en fait, il oublie de prendre son médicament, en fait. La troisième question, c'était de savoir quelles compétences seraient à développer. Moi, je suis beaucoup axé sur la sensibilisation parce que j'aime beaucoup sensibiliser, déjà que je suis médecin. J'aime beaucoup sensibiliser parce que je me dis que en tant que médecin, mon premier rôle d'abord, c'est d'informer et c'est de donner la bonne information au patient. Parce que je me dis que si mon patient a reçu la bonne information sur sa maladie, le reste, en fait, sera très facile, en fait. Le reste sera vraiment très facile. C'est pas en fait, généralement, il y a certains patients qui pensent qu'on le dit pour pouvoir les effrayer. Non, on ne les dit pas pour pouvoir les effrayer, mais on leur donne des informations pour pouvoir les booster ou, si je peux dire, les motiver en fait à bien suivre en fait les traitements. Parce que moi, je me suis rendu compte personnellement que, après je dis c'est un défaut de sensibilisation, qu'il y a beaucoup de patients qui ne savent même pas que de l'HTA, on peut virer directement à un AVC. Beaucoup ne savent pas en fait. Donc, voici pourquoi je maximise beaucoup la sensibilisation. Si moi j'ai un patient comme ça dans ce cas clinique-là, je vais d'abord le sensibiliser pour lui dire non, que s'il ne prend pas bien son traitement, dans les mois qui suivent, si sa tension monte, il peut virer à faire un AVC en fait. Donc, il faut d'abord sensibiliser sur les risques de l'HTA. Ensuite, oui, docteur, vous axez
La sensibilisation sur les risques et les conséquences pour le patient en cas de non-observance ou de comportement en santé, comportement alimentaire, etc., non approprié, non adapté. Exactement, exactement. Voilà. Maintenant, aussi faire une mise en place d'une routine. Puisque déjà, il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il a signifié qu'il oublie parfois de prendre son médicament. Donc, il faut connaître un peu sa routine pour pouvoir déceler, en fait, pourquoi, en fait, il oublie, en fait. La quatrième question, je fais un peu plus vite. Quels freins peuvent être anticipés? D'accord. Les freins que moi, je vois ici, je vais parler d'une faible motivation. Soit peut-être la personne n'est pas motivée, mais il y a aussi le volet, je dirais, traditionnel. Il y a aussi le volet traditionnel aussi qui peut aussi être un frein. Maintenant, sur le côté de tout ce qui est santé digitale, objets connectés, je dirais peut-être difficulté à lire ou à utiliser une application. Soit peut-être la personne ne sait pas lire, comme je le signifie toujours quand je prends la parole. Et soit peut-être la personne a une difficulté de pouvoir mieux maîtriser les mondes connectés ou les objets connectés, en fait. Voilà. Maintenant, solution numérique proposée, moi, je vais proposer la solution de Madame Corinne, comme elle a une solution d'objets connectés, mais avec un plus, c'est-à-dire un système de rappel par SMS ou message vocaux, où je dirais qui va aller plus que la personne peut avoir des difficultés à lire, je dirais qu'il va virer vers la partie multilingue. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon objectif, c'est que vraiment celui qui est derrière derrière Korogo ou derrière Boaké, en tout cas derrière les villes qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, là, soit à mesure, en fait, de pouvoir utiliser, en fait, comment dirait ça, l'application. Parce que les malades, il n'y en a pas qu'à Abidjan. On a nos parents qui sont dans des zones vraiment très reculées d'Abidjan, qui souffrent de ces maladies de diabète, d'AVC, de HTA, et qui ne savent même pas quoi faire. Donc, si on vit sur la partie multilingue, au moins s'il sait qu'il peut interagir avec l'application dans sa langue maternelle, ça sera une vie sauvée de plus encore. Donc vous insistez sur l'oralité, la transmission des informations, la communication, axée sur, plus sur l'oralité que sur l'écrit ou les deux combinés. Non, on peut faire les deux combinés. Oui, on peut faire les deux combinés, mais aussi on peut coupler aussi, j'allais finir par ça, ou on peut aussi ajouter un suivi hebdomadaire par un agent de santé communautaire. Oui. Mais en ce qui concerne aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut faire les deux combinés, plus l'agent communautaire en fait. Voilà. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est effectivement de déployer l'éducation thérapeutique au plus profond en fait des régions et de former des pairs en santé, des médiateurs en santé pour pouvoir être relais sur place et être personne ressource sur place en cas de besoin. Effectivement, ça c'est aussi, oui, c'est très intéressant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le problème des populations, c'est un manque de sensibilisation. Oui. J'en parle parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de nos populations, ou je dirais de nos parents qui viennent nous voir dans les hôpitaux, n'ont même pas l'information sur les différentes pathologies qu'ils ont en fait. Ils ont zéro information. Donc après, moi, je me dis que si il y a des startups, voici pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de Caravane, s'il y a une start-up qui fait sortir sa solution, peut décider d'aller approcher en association avec des agents communautaires ou des agents de santé, décider d'aller approcher en fait ces populations-là qui sont vraiment dans des zones reculées, en même temps parler de sa solution, mais aussi en fait, comment je dirais ça, sensibiliser aussi. Voilà. Merci docteur. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer sur la situation numéro 3? Alors, s'il n'y a pas quelqu'un, moi, je vais essayer. Puis tu trouveras quelqu'un qui pourra. J'ai essayé quand même.
Je ne suis pas trop experte, mais je dirais que dans la situation de transmission du VIH jeune fille, problème identifié, il y a un micro. Oui, il y a un micro qui doit être coupé. Voilà. Oui. Alors, dans le cas du suivi des PVVIH jeunes filles, donc je dirais que le problème identifié ici que moi j'ai vu, c'est une rupture du suivi. Après, une difficulté d'accès à des soins réguliers, une vulnérabilité psychosociale. Je ne sais pas si je suis dans le bon. C'est ce que je vois comme problème cerné ici. Et puis, après, une stigmatisation, c'est-à-dire un secret autour du VIH. Ensuite, les informations nécessaires pour moi, c'est les données de prévalence. Ensuite, le mot de rupture de suivi. Et puis, et l'usage surtout du numérique par ces jeunes filles. En termes de compétences à développer, pour moi, c'est une capacité à utiliser une application santé en toute discrétion, en toute autonomie, en toute, on va dire, de façon anonyme, si je peux dire ainsi. Parce qu'on sait tous que tout le monde n'a pas forcément envie qu'on connaisse son statut sérologique. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va se faire en toute discrétion dans les échanges. Donc, utiliser et puis comprendre une bonne compréhension aussi du VIH, des traitements et puis du suivi aussi de l'importance. Du suivi également de l'importance. À côté de ça, en termes de freins, il y a la crainte d'être identifié. Il y a la crainte d'être identifié et puis il y a le faible niveau, alors vraiment très faible niveau de confiance dans l'outil numérique dont je peux dire. Et puis après, il y a le problème d'intimité dans l'environnement, que ce soit familial ou scolaire. Si on me parle de solutions numériques à proposer, je vais parler d'une application de santé assez confidentielle, mais qui va permettre à la jeune fille d'avoir un suivi de ses rendez-vous, traitements, un chat avec des professionnels, pourquoi pas avec des psychologues. Je ne sais pas si professeur Quoi est là, qui est de la santé mentale, mais justement, pour avoir un suivi, échanger en toute discrétion, parce qu'on a besoin d'un suivi, et puis l'anonymat, vraiment renforcer l'anonymat, et avoir un système de messagerie, comme je dis, chatbot, pour des conseils sur l'utilisation, et puis avoir aussi dans solutions numériques, pourquoi pas des programmes d'ambassadrices pour accompagner vraiment les jeunes à l'usage des numériques dans ce cas de figure-là. C'est ce que je peux dire. Merci. Alors, je ne sais pas si on a d'autres interventions, sinon moi je voulais juste compléter tes propos, Corinne. Les deux premières situations, vous avez identifié que c'était des situations individuelles, un patient pour chaque situation, donc des situations particulières et singulières. La troisième situation, on parle d'un groupe. Donc peut-être que ce serait intéressant de voir un peu le comportement, voilà, les comportements en santé, en matière de sexualité dans la tranche d'âge des jeunes filles entre 15 et 20 ans. Où est-ce qu'elles se trouvent, quelles sont leurs activités, voilà, donc vraiment se questionner sur ce groupe-là. Tout à l'heure, enfin en introduction, on avait parlé à la fois d'approche individuelle, mais également d'un intérêt d'observer les manières de faire de groupes, soit de groupes en termes de comportement ou de groupes communautaires. Voilà ce que je voulais compléter. Est-ce que j'ai... Il y a Myriam qui avait levé la main, mais sinon, je pense que si tu es prise par le temps, on peut continuer. Moi, je peux... je crois qu'il y avait d'autres interventions. Docteur, vous vouliez intervenir? Oui, moi, je voulais en fait apporter un additif par rapport à ce que Madame Corinne a dit concernant sur les personnes vivantes du VIH, en fait. Moi, en fait, il y avait... Je vais te parler d'une histoire, en fait, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant et qui m'a permis de connaître un peu plus ou d'avoir une information sur
le VIH. C'était que quand j'étais enfant, il y avait une émission qu'on faisait passer, bon, c'était une série télévisée qu'on faisait passer à la chaîne nationale, à la télé, qu'on appelait SIDA dans la cité. Et en fait, voici pourquoi moi, toujours, excusez-moi si je reviens beaucoup sur le thème de sensibilisation, parce que, comment je dirais ça, il y a un passage dans la Bible qui dit non, que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, je me dis que si on a l'information qu'il faut, si on a la connaissance qu'il faut, la personne est vraiment à l'aise, en fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il n'y a plus ces genres de séries-là pour sensibiliser sur le VIH-Sida. Il n'y a plus vraiment de sensibilisation, en fait, sur le VIH-Sida. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même au XXIe siècle, le VIH-Sida reste encore un tabou, en fait, dans notre société. Un tabou de notre société, en fait. Des gens qui ont peur de pouvoir connaître les statuts sérologiques. Donc, moi, c'est ce que je voulais apporter, en fait, comme additif. Toujours la sensibilisation, toujours approcher les populations, toujours les sensibiliser, en fait, sur l'état de leur santé. Merci. D'accord. Il y a Salima qui a levé la main et puis on va continuer. Oui. Si tu le permets, Alexandra. Oui. En fait, voilà, c'est une tranche d'âge qui me touche particulièrement parce que c'est des jeunes femmes qui commencent leur activité génitale, qui se découvrent un peu sur le plan de sexualité. Et vous savez que chaque communauté est différente et la culture diffère d'un pays à un autre, pour ne pas dire d'une localité à une autre. C'est très intéressant ce que vous avez dit, Madame Alexandra, parce qu'il faut faire une étude avant de commencer l'élaboration d'un programme. Il faut faire une étude de comportement par tranche d'âge. Et c'est pour ça que le recours au réseau associatif est très important. C'est très important. Tous les relais sociaux peuvent contribuer à faire une étude et rapporter des données objectives de comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de confiance, justement. Donc, plus vous avez un réseau de proximité, de n'importe quel ordre, hein. Des fois, c'est la maman qui déjà adhère à une association. Donc, ils ont des retours sur certaines jeunes filles, les comportements, etc. Toujours sans stigmatiser, dans l'anonymat. Vous avez déjà ce terrain de confiance, donc les données seront judicieuses. Ensuite, passer à l'éducation. Donc, je rejoins ce qu'a dit le confrère en matière de sensibilisation, puisque c'est des personnes qui vont aller comme ça dans leur première histoire intime ou même professionnelle, parce qu'on ne sait pas chacun comment vit sa vie. Et c'est très important qu'elles aient conscience de leur corps, des dangers et des maladies auxquelles elles sont exposées. Et donc, avoir comme ça un apport en termes d'informations à leur portée, compréhensible, et surtout qu'elles puissent après se protéger elles-mêmes, parce qu'on ne parle pas beaucoup du préservatif féminin, mais il existe. Et les femmes ont tout à fait le droit de se réapproprier leur corps, être maîtres de leur destinée et ne plus subir. Parce que c'est ça le problème dans la profession, les travailleuses de sexe, entre autres, qui n'ont plus le choix malheureusement. Et donc, ça a vraiment changé la donne. Donc, l'âge n'est pas un frein. Vous savez que malheureusement, c'est aussi la demande qui fait et la précarité aussi. Donc, qu'elles soient sensibilisées par rapport à cela. Le programme visera bien sûr à redéfinir les termes. Ensuite, dans les applications de e-santé, il faut matcher tout simplement. C'est-à-dire tout ce que vous avez comme pictogramme, tout ce qu'on a en support papier, qu'on affiche partout et les posters, eh bien, il faut les numériser et les rendre interactifs pour que cette jeune fille de 15 ans, elle clique « J'ai 15 ans, je suis une jeune femme » et elle a comme ça accès à de l'information actualisée, des informations aussi de SOS Association. Il y a un souci, à qui je peux m'adresser en urgence, peut-être que je suis enceinte, je ne sais pas. Voilà, tout ce qui est côté aussi de vaccination préventive. On parle beaucoup de la vaccination du cancer du col. Eh bien, c'est des populations qui sont exposées et auxquelles il faut, avant qu'elle devienne maman, qu'elle fasse sa vie aussi en tant que femme, qu'elle ait ses vaccins et sa prévention. Et ça, une application peut le faire parce qu'elle suit l'activité, elle suit le développement des connaissances. Elles auront accès comme ça à de l'information continue, actualisée à leur portée, et aussi les relais, le téléphone, les adresses d'associations ou de sages-femmes de proximité.
C'est un travail de longue haleine qui demande plusieurs comités distincts, mais en relation entre eux. Le premier veillera au recueil des données, donc il ira au contact de tout ce qui est relais association, aller aussi vers les centres de jeunesse ou là où il y a des populations, les centres universitaires. Enquête de terrain. Tout à fait, enquête de terrain, les centres de formation professionnelle où on retrouve ces jeunes filles, elles apprennent la couture, elles apprennent beaucoup d'autres choses, l'informatique maintenant qui est en vogue, c'est là où il y a les populations. Donc, allez vers eux. Comme c'est anonyme, ils peuvent laisser des sondages comme ça au niveau des centres, elles peuvent participer. Les smartphones aussi, bien sûr, qui sont à leur disposition, que chacune a son propre smartphone. Elle aura comme ça, de façon tout à fait anonyme, elle pourra remplir des formulaires. Vous allez recueillir les données. Ça, c'est la première phase. On ne peut pas y échapper parce que notre programme doit être objectif. Et comment on va l'objectiver? C'est en ayant des données de personnes qui vivent avec le VIH, de personnes exposées au risque de VIH. Une jeune fille, elle a son copain qui, lui, ne prend pas de préservatif. Il n'en veut pas, il n'en entend même pas parler. Eh bien, il faut qu'elle sache qu'elle a le préservatif féminin qui va la préserver, comment l'utiliser, comment l'acheter. Bon, parce que je sais, parce que dans les APHP à Paris, bon, il y a beaucoup de sensibilisation dans ce sens-là et il y a des distributions gratuites. Bon, ben, on espère qu'un jour, ce sera transposé pour ça, un peu partout et que la jeunesse africaine puisse connaître déjà que ça existe et comment l'utiliser. Ça, c'est très important parce qu'elles sont exposées. Voilà, ça c'était le premier volet. Donc, c'était l'information déjà elle-même, qu'elle sache, qu'elle ait conscience de son corps, des vaccinations, etc., de tout ce qui est information. Et les compétences à développer, bon, elles sont à développer à plusieurs titres par rapport à elle-même déjà, connaître comment utiliser toutes ces applications, pouvoir avoir un relais, savoir qu'à l'autre bout de l'application, il y a une personne réelle qui est prête à les accueillir. Voilà, avoir une cellule d'écoute aussi, parce que ce n'est pas suffisant d'avoir qu'une application. Et après, on se retrouve dans le vide, on ne sait pas, on a envoyé des renseignements, mais après, où est-ce qu'on est dans tout ça? Donc, vraiment aller dans tout cela. Les freins, c'est le développement. Il faut développer ces applications, les rendre beaucoup plus maniables, plus simples et en faire un relais par rapport aux autorités sanitaires, par rapport au relais associatif et que ces applications deviennent vraiment actrices elles-mêmes parce qu'elles vont recueillir des informations documentées. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment deux grands volets. Sensibiliser, former, bon, on va dire 3. Il y a les données, bien sûr. Après, ce sera sensibiliser, former les jeunes filles avec les tranches d'âge concernées. Et enfin, le développement de ces applications, les rendre accessibles et compréhensibles. Voilà. Absolument. Merci de votre intervention. À vous. On continue? Oui. Donc, oui. finalement, à l'issue de vos réflexions collectives, donc pour une e-santé plus ancrée et plus humaine, pour résumer, il faut qu'il y ait une démarche éducative qui est centrée sur l'usager, sur les comportements santé, une posture soignante qui est ajustée, ou alors en termes de chef de projet, une posture en tout cas qui est centrée sur le terrain et sur la réalité du terrain, la réalité des comportements. Le réalisme technologique, j'entends par là l'accessibilité à l'outil, la compréhension, la manipulation, l'ergonomie, le fond, la forme et bien sûr l'accès à Internet. La co-construction, on l'a vu à l'issue de ces 3 situations, la co-construction est absolument indispensable. Pour résumer les 5 principes à retenir pour une e-santé inclusive, ancrée et collaborative, il faut comprendre les savoirs du patient. Donc, on va partir d'un diagnostic éducatif partagé. Il faut adapter la posture professionnelle et l'outil au terrain. On va impliquer les patients et les communautés dans la conception et comme disait Corinne tout à l'heure, on va également être attentif à l'expérience patient pour réajuster au fur et à mesure les outils au comportement en santé également, à la compréhension de l'outil, à l'appropriation de l'outil. On va anticiper sur les freins, on va anticiper par rapport à la littératie, à la technique, on va mettre en
place une relation de confiance qui est absolument indispensable pour pouvoir suivre le patient et ne pas le laisser confronter uniquement à rentrer des données et à ne pas toujours comprendre à quoi ça correspond, tant au niveau des chiffres qu'au niveau du suivi dans le temps de sa situation. Et ensuite, on va penser à l'amélioration continue de l'outil, on va observer et mesurer l'adhésion à l'outil, quelle est la satisfaction des usagers, l'amélioration, quel est l'impact sur l'amélioration de la qualité de vie et quelles sont les difficultés rencontrées. Donc voilà les 5 principes à retenir. J'ai répondu à déjà pas mal de questions. J'ai trouvé que cette masterclass était relativement vivante, collaborative et j'en suis relativement satisfaite. Est-ce que vous avez des questions qui subsistent? Alors, merci déjà, Alexandra, pour cette belle masterclass. Je pense que, alors, tu te posais pas mal de questions, mais finalement, on a eu une très belle masterclass, très participative avec les membres de la communauté. Et vraiment, est-ce qu'on peut envoyer des cœurs, des émoticônes pour vraiment, vraiment remercier Alexandra parce que je pense qu'on a appris beaucoup. Et on a vraiment participé. Et c'est intéressant. On n'est pas juste venu assister pour écouter, mais on a été impliqués et ça fait beaucoup de plaisir. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais il y a pas mal d'émoticônes qui sont en train de passer juste pour te remercier de l'intervention de tout à l'heure. Et vraiment, encore une fois, merci. Alors, ce que je souhaiterais dire à tout le monde avant s'il y a des questions, c'est qu'il faut regarder dans le chat, il y a un lien. Si vous pouvez déjà pouvoir inscrire certaines informations pour qu'on puisse, des attestations pour avoir participé à cette masterclass qui est très importante, très instructive. Sur ce, écoutez, moi, je laisse la parole pour que Alexandra nous dise, voilà. Après ça, il aura le mot de fin. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, levez la main. S'il y a des additifs également, oui, vous pouvez toujours le faire. J'ai vu dans le chat qu'il y en a. Il y a M. Gérard qui a dit que nous souhaitons avoir le support de formation. Il a même donné son email. Donc, on va prendre et on va voir avec Alexandra ce qu'il faut partager. Il y a M. Yacouba qui a dit qu'il faut une étude pour cette tranche d'âge déjà et infectée par le VIH pour identifier les voies de transmission potentielles afin de mieux orienter les stratégies de sensibilisation et toute autre action également qui est envoyée dans le chat. Alors, Salima nous l'avait déjà dit, hein, éducation thérapeutique insuffisante. Et voilà, donc on en a également parlé. Il y a M. Nima qui a dit il faut aussi une volonté politique. Il a intégré dans… Alors, il y a eu pas mal de choses et vraiment, on vous dit merci. Et s'il y a autre chose, on reste disponible. Sinon, je pense qu'on va permettre à ce que les uns ou les autres puissent vaquer à leurs occupations. Alors, merci beaucoup, Corinne. Merci encore de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce sujet qui me tient tellement à cœur. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je peux… alors, le support, je vais voir avec toi, avec Corinne, comment le diffuser pour ceux qui seraient intéressés. Et pour d'autres questions qui viendraient par la suite, je vous ai mis également mon petit mail contact@santé-consulting.org, notamment en ce qui concerne, voilà, si vous avez des questions sur le diagnostic éducatif partagé, par exemple, j'ai ça en tête, ou sur les programmes d'éducation thérapeutique, ou très concrètement, si vous voulez aussi qu'on puisse continuer à échanger sur comment l'éducation thérapeutique peut être combinée dans une approche, dans un contexte d'approche individuelle et collective avec les outils les outils d'e-santé. Je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions et de poursuivre nos échanges en dehors de cette masterclass. Voilà. Merci en tout cas, merci à toi Alexandra, à tous les membres de la communauté, je vous dis merci d'avoir été présent, d'avoir assisté, d'avoir participé, d'avoir encouragé notre intervenante du jour et de l'avoir mise à l'aise pour vraiment nous diffuser ce qu'elle a préparé depuis près de mois, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à se préparer à ce qu'il y ait un bon contenu qui soit transmis. Vraiment, merci à toute la communauté. N'oubliez pas dans le chat de pouvoir renseigner les informations qui sont par la suite.
On a des très bonnes nouvelles pour la prochaine masterclass qui va avoir lieu. Et ce mercredi, il y aura une masterclass sur la e-santé et la sociologie, justement, pour qu'on comprenne est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter tout ce qui est santé numérique. Et donc, on aura un intervenant. Et s'il y a des personnes qui sont également experts dans le domaine qui veulent s'associer à notre intervenant, mais peut-être dans le chat, dans notre groupe WhatsApp, n'hésitez pas comment on va dire ça, à être en contact avec nous pour que justement on discute, est-ce que véritablement, alors de façon très concrète, est-ce que vraiment la e-santé, comment est-ce que je pourrais dire, est-ce que l'acceptabilité sociale, les usages du numérique, l'impact vraiment au niveau social de l'accès à l'innovation. Donc je vous dis merci, bon vendredi à tout le monde et on se prend la semaine prochaine, pour ne pas dire le mercredi. Bye bye, au revoir. Okay. N'oubliez pas de remplir le formulaire avant de quitter la réunion. Le formulaire pour qu'on puisse, on était 55, là on est 38, j'espère que les autres ont pu se connecter avant même qu'on ne puisse se séparer. Allez, au revoir. Merci à tous, merci à vous aussi. Au revoir, bonne journée tout le monde. Bonne journée, bon week-end. Merci beaucoup. Ok. Donc, vous remplissez, vous quittez. C'est juste 4 questions. Vous remplissez, vous quittez, il n'y a pas de problème. Oui. Nous, on restera pour pouvoir recevoir, noter toutes vos recommandations derrière avant de fermer. Kétan, tu peux t'assurer de voir les contacts qui ont été mis pour la plupart et on va les récupérer pour pouvoir en faire un document. Des mails ont été partagés dans le groupe. Donc, on va se rassurer que... Oui, dans le formulaire, déjà, il y en a, il y a 20. Non, je parle dans le chat. Certaines personnes, Mme Salima a mis son mail. Également, il y a certains qui ont mis leurs emails. Non, c'est de Mme Alexandra. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Alors, c'est le deuxième, parce que je me suis trompée. C'est contact@santéconsulting.org. C'est pour celui de Mme Alexandra, oui. D'accord. Il y a M. Ladibé également qui a mis son adresse email, Dr Ladibé. Donc, tous ces mails, on va les récupérer. Et puis, je pense qu'ils veulent la présentation. On pourra leur envoyer un peu plus tard. Allez. Merci et bon week-end. Je pense que Kétan, c'est bon, tu peux. Ah, et j'ai vu qu'il y a Mme Salima qui avait déjà noté. Si vous avez noté que vous avez la retranscription, vous pouvez nous la partager également si c'est possible. Je vais voir, parce que je l'ai essayé pour la première fois. Alors, si ça a fonctionné, je vais... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on était tellement attentifs, pressés de voir et voilà, même temps stressés. La première masterclass qu'on n'a pas eu le temps de faire l'enregistrement vidéo pour le mettre sur YouTube. Ah, d'accord. Oui, je vais voir. S'il a fonctionné, je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre sur le groupe WhatsApp. Voilà. D'accord. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.